Bonjour à tous. Donc déjà avant tout merci pour cette invitation à participer à cette journée d'études. C'est une bonne opportunité pour nous CE Alsace de vous rencontrer et vous de nous rencontrer. C'était aussi un sujet qui nous intéresse au quotidien au CE, la nature en ville et la manière de vivre ensemble. Pour nous, c'était aussi avec Marie, 6 juin, l'occasion de nous rencontrer, puisqu'elle est arrivée au CE assez récemment. Ça nous a permis de finalement nous re-questionner aussi un peu sur notre vision de ce que c'est l'aménagement, les enjeux liés, et comment dans notre pratique quotidienne on aborde consciemment ou inconsciemment ces sujets-là. Donc avant tout, j'ai une première question pour vous. Qui connaît le CAUE, en l'occurrence d'Alsace? Qui en a déjà entendu parler? Si vous levez la main. Qui connaît très très bien, qui a déjà travaillé avec? Un peu moins. Donc ce sera la bonne occasion aujourd'hui de vous présenter un peu qui on est et ce qu'on fait à peu près au quotidien. Donc si tu peux passer le slide d'après. Alors on est avant tout, donc le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. On est avant tout une association, donc de droit privé, indépendante de toute administration. On est né, alors on existe dans la plupart des départements de France. Le dernier qui a été créé, c'était en 2021 à Mayotte. Donc on est quasiment au complet sur tout le territoire. Et on est surtout né grâce à une loi sur l'architecture, une loi de 77, pardon. Donc je vais vous la lire parce qu'elle est assez importante. C'est quand même une particularité française. C'est la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. C'est cette petite phrase qui donne tout son sens à notre métier finalement, qui centralise l'intérêt de préserver, promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère de nos environnements. C'est ce qui donne sens finalement à toute notre pratique quotidienne. Donc on est donc chargé de ce service public au profit de tous. Notre objectif est vraiment de rentrer en contact avec le plus de monde possible pour leur faire comprendre finalement les enjeux qui se greffent autour de nos environnements de vie. Alors on est financé par une taxe d'aménagement, ça c'est un peu plus technique concret, mais c'est important puisque chaque personne qui a un projet sur le territoire alsacien va faire un permis de construire, un droit de construire, d'habiter, d'aménager, et une partie de cette taxe sur ce permis de construire va nous revenir et nous financer. Donc indirectement, ça nous garantit aussi une certaine neutralité et un certain lien avec ces citoyens qui vont construire et bâtir ou aménager finalement le territoire. Donc c'est une sorte de lien administratif, mais qui nous permet aussi de donner sens à notre travail. Donc le CAU Alsace, finalement, il intervient sur tout le territoire alsacien. On a fusionné il y a maintenant 4 ans. Avant, c'était Haut-Rhin, Bas-Rhin. Aujourd'hui, on est Alsace. Donc le territoire s'étend encore plus avec des paysages encore plus variés. Et on a toujours 4 missions principales. 4 missions qui consistent à conseiller, informer, former et sensibiliser. Alors c'est des missions qu'on va finalement croiser et rencontrer sur une grande diversité finalement d'interventions ou d'actions qu'on mène au quotidien. Par exemple, ça peut se décliner sur du conseil aux particuliers. Donc toute personne qui a un projet peut nous consulter gratuitement pour un conseil sur site ou chez nous dans nos locaux pour savoir un peu comment faire, comment gérer les réglementations, vers qui aller, quelles précautions prendre avant de construire ou de rénover. On fait aussi de l'accompagnement en collectivité, donc dès qu'il y a un élu, un conseil municipal a une problématique locale, donc une place de village à refaire, une fontaine, un réseau de fontaines dans une commune, un parc, un terrain de foot désaffecté, une nouvelle mairie, etc. On est là pour les accompagner sur le long terme, pour vraiment réfléchir ensemble à définir les besoins et les enjeux autour de ces sites. On fait aussi, en ce moment, on travaille à la formation pour apprendre ou aider les personnes élues ou autres à, par exemple, comprendre la perception du paysage et l'intérêt du paysage. On a des formations aussi sur la qualité architecturale, sur comment lire ou comprendre un bâtiment et considérer s'il est bien inséré ou pas dans son environnement paysager. On fait beaucoup d'actions aussi d'information et de sensibilisation, donc on fait de nombreuses expositions, conférences, tables rondes, des visites de sites, des visites de chantiers aussi un peu plus concrets. On fait beaucoup d'ateliers aussi dans les écoles, des plus petits maternels jusqu'aux lycéens. On intervient un peu chez tout le monde. Voilà, si tu peux passer. On a aussi, comme vous l'avez pu l'indiquer sur votre site, une petite liste de valeurs. En tout cas, dans votre manifeste de valeurs, on a certains
je pense, point commun où finalement on a une obligation ou une volonté d'écoute qui est très importante pour bien comprendre à qui on s'adresse et comment on va pouvoir interagir. L'adaptabilité, on est constamment dans l'adaptation aux nouveaux sujets, aux évolutions du territoire, aux nouvelles manières de faire, aux nouveaux outils à utiliser. On a une neutralité, c'est très important par rapport aux conseils qu'on va apporter aux personnes, c'est d'être neutre, de ne rien avoir à vendre et ni de promettre, c'est simplement d'aider à comprendre et d'être indépendant. Ça garantit aussi la durabilité et le bien fondé de notre conseil. Ensuite, la collaboration elle est importante, c'est pour ça que ce genre de journée elle est intéressante pour nous, ça nous permet de rencontrer aussi des partenaires, des personnes ou des institutions. C'est bon. On va inverser, voilà. Du coup, j'étais sur la collaboration. Donc, on cherche au quotidien, effectivement, à non pas faire les choses seules, mais surtout à s'associer avec d'autres institutions, d'autres personnes, pour monter des projets, quelconques qu'ils soient. On a l'innovation. On cherche systématiquement aussi un peu à changer nos pratiques, à re-questionner notre méthode de travail, notre point de vue sur les choses. On se cantonne pas finalement à nos acquis. On cherche systématiquement à croiser des nouvelles manières de fonctionner. Et la transversalité, elle est assez importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est aussi à deux pour vous parler de ce sujet de la nature en ville, puisque Marie est paysagiste, moi-même je suis architecte. Donc l'urbanisme, finalement, crée un lien entre nous deux. Et on passe notre quotidien, finalement, à créer des ponts entre ces différentes disciplines, qui est dans notre nom, hein, AUE, donc architecture, urbanisme, environnement. C'est finalement une approche transversale qu'on promouvoit systématiquement au CAUE. On travaille en ce moment sur nos axes stratégiques. Je vais faire court, mais il y a 3 mots-clés qui vont structurer notre approche, notre travail d'équipe d'ici 2027. C'est éveiller, accompagner, transmettre. Donc encore une fois, on a, je pense, des points communs ou des intérêts communs. On aura 5 axes. Il y a surtout la résilience territoriale et la transition environnementale, la valorisation du patrimoine local, la sensibilisation et la formation, l'approche participative et inclusive et le renforcement de l'expertise et des partenariats. Donc, je ne vais pas le détailler, mais c'est sur ces 5 axes que notre équipe, CAE, on est une quinzaine, on va s'engouffrer progressivement dans les prochaines années. Oui. Et la question maintenant, c'est où? Est-ce que vous savez où est-ce qu'on se situe, où nous trouver? On est à plusieurs endroits. Alors, on est dans un lieu central à Strasbourg, à côté de la place de l'Homme de Fer, la rue Anong. On a une antenne à Colmar aussi, en centre. Et on a évidemment des actions sur tout le territoire alsacien. Je vous parle du où aussi parce que cette année 2025, c'est une année importante pour nous. On a un projet de réaménagement des locaux d'accueil du public. Donc le socle de notre immeuble va finalement devenir un espace capable d'accueillir, d'informer, de conseiller, de sensibiliser tout type de public, sachant que dans notre immeuble, on a plusieurs organismes. On a la Fondation du patrimoine, la DIL, l'Ordre des architectes, la Maison européenne d'architecture, le CAE d'Alsace. Donc ça crée une sorte d'émulation et ce socle finalement va nous permettre d'interpeller sur la rue Anong avec nos 4 vitrines. Et par le projet, donc on a choisi un architecte aussi qui nous a proposé un projet que je considère, j'entame un peu la présentation, mais comme didactique aussi, par sa manière de déjà nous l'avoir communiqué par une maquette, par des schémas, des diagrammes que vous voyez ici, pour nous signifier finalement son parti pris qui était très simple, 4 éléments, l'entrée, la séquence, la courbe, l'espace capable. C'est finalement une petite synthèse du projet qui fait sens. C'est pour ça qu'on l'a choisi finalement ce projet. Et le mur ici que vous voyez en brique, alors ici c'est une représentation hyper réaliste, c'est souvent ce que les architectes nous proposent. Mais si vous venez nous voir prochainement dans nos locaux, on a commencé à le construire. Donc c'est un mur en briques de terre crue. C'est notre espace de conseil. Donc à l'arrière, il y a une entrée évidemment. Ça va nous permettre de finalement sensibiliser les personnes qu'on reçoit sur site aux écomatériaux, à la ressource, au bilan carbone des éléments et potentiellement aussi à peut-être participer à la construction de ce mur. Donc voilà, on est toujours en train de croiser finalement des différents enjeux, différents objectifs. Voilà, on peut peut-être passer à la suite. Je te passe du coup le micro à Marie. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Donc, pour rentrer un peu plus dans la présentation, on a intitulé cette présentation qu'on va vous faire aujourd'hui « Architecture, paysage, approche didactique ». C'est une question qui reste ouverte. Et c'est en tout cas notre fil conducteur de cette présentation. Alors, je vais
Donc le point de départ en fait de notre réflexion, alors non, peut-être déjà pour la forme, en fait, comme l'a expliqué Fabrice, on est deux. On a voulu cette intervention de façon transversale pour une vision assez globale, donc un regard croisé entre architectes, paysagistes, personnes ayant fait le CFPI également, puisque c'est mon cas. Et voilà. Et donc, comme je vous l'expliquais, c'est le principe en fait de cette présentation, c'est de partir. Enfin, on est parti sur ce mot didactique en fait, qui nous a interpellés. Et en fait, on s'est dit qu'on allait mettre en perspective nos pratiques et en fait questionner les enjeux de l'aménagement du territoire à travers des projets qui, selon nous, se veulent en fait didactiques. Donc didactique, pour rappel, enfin tout le monde est peut-être au courant de ça, mais qui vise à instruire d'une quelconque manière en fait. Voilà. Donc on a souhaité explorer cette part de didactique qui existe dans l'aménagement de l'espace. Et pour ce faire, du coup, ça résonne un petit peu avec l'intervention d'avant. On a trouvé intéressant de nourrir un certain imaginaire en fait à travers un tour d'horizon en fait de différents projets, projets de paysage et voilà, projets d'architecture, enfin différents projets portés ou non par le CAE, puisque du coup on est tous les deux à travailler au CAE, mais on a aussi un petit peu mis dedans nos parcours respectifs professionnels en fait dans ce domaine-là. Alors on a divisé la présentation en deux grandes parties, avec une première partie de didactique dans la représentation du territoire, où on a trouvé pertinent peut-être d'aborder cette notion en lien avec votre formation donc de didactique visuelle. Et voilà, la deuxième partie portera plus sur le processus de projet comme approche didactique, comme outil didactique. Alors, juste aussi pour le fonctionnement, on a voulu travailler avec des mots-clés en fait, qui parle des partis pris à chaque fois des projets. Donc il y a à chaque fois un mot-clé qui vient illustrer dans un premier temps chaque projet. Alors, pour commencer, donc sur cette première partie, c'est donc la didactique dans la représentation du territoire. C'est un sujet qui me tenait moi personnellement assez à cœur. Parce que du coup, je trouvais qu'en fait le mode de représentation du paysage reflétait assez l'époque dans laquelle on vivait. Et que par essence, en fait, le paysage a toujours eu une relation très ténue en fait avec sa représentation, puisque le paysage c'est en fait très lié à la perception qu'on s'en fait. Le paysage, ça vit même en fait de par la perception que l'homme s'en fait. Et donc du coup, voilà, c'était pour moi intéressant d'aborder cette question. Et j'ai trouvé que représenter, c'était comprendre, donner à voir et illustrer les enjeux qui sous-tendaient en fait. Et c'est vrai que historiquement, le paysagiste était toujours très associé en fait au peintre. Représenter le paysage au XIXe siècle, le peintre était paysagiste. Le peintre de paysage était lui-même paysagiste en fait. Oui. Alors, j'ai voulu commencer ce tour d'horizon, on va dire, par un premier mot qui est transmettre, et donc un premier artiste, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui s'appelle Zdeněk Burian, un classique, mais voilà, donc c'était une entrée un peu historique dans le sujet de la représentation, avec justement une illustration assez... qui interroge finalement et qui est une représentation, on va dire très réaliste, mais à la fois impossible du paysage, puisque du coup on représente à la fois la surface du paysage, mais également tout autant et avec toute cette, le même niveau de sensibilité, ce qui se passe sous terre. Voilà, donc on a une sorte de perspective coupe, mais voilà donc à la fois réaliste et à la fois impossible à avoir dans la vie. Donc moi je trouvais que cette première image était intéressante puisqu'en fait elle enseigne beaucoup sur cette représentation du paysage, mais également sur cette épaisseur du paysage, c'est-à-dire on considère de la même façon la surface et ce qu'il y a sous le sol, et on va voir que dans les projets
qu'on va dérouler, c'est une question assez centrale, c'est-à-dire le sol, ce sur quoi on se fixe, quoi. On peut continuer. Alors, on a des projets qui sont portés, certains par le CAE, donc celui-ci, qui touche également à la représentation du territoire. Donc ça, c'est une exposition qui est en cours de création sur le thème. Alors, c'est vrai que finalement, ça pourrait rejoindre le thème du tiers paysage de Gilles Clément, quelque part. C'est finalement investir des paysages invisibles. Donc on se pose la question dans les années à venir de comment repenser la ville sur des espaces éventuellement délaissés, c'est-à-dire comment reconvertir des zones et comment avoir un nouveau regard en fait sur l'aménagement. Peut-être aussi à la lumière d'une loi qui s'appelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Et donc ça, c'est quelque chose qui va quand même assez modifier la vision de l'aménagement dans ces prochaines années, puisqu'on est dans l'idée de plutôt faire avec l'existant, reconvertir l'existant et désimperméabiliser au maximum les sols et ne pas s'étendre outre mesure en fait, mais plutôt de voir ce qu'on peut faire avec l'existant. Et donc à travers cette exposition, on souhaite toucher un public assez large d'élus, de scolaires, voilà, sur cette thématique. Voilà, de reconversion des espaces et voilà, d'habiter des paysages invisibles quelque part. Donc c'est des visuels que je crée en fait pour essayer de toucher un maximum de personnes sur ce sujet-là. Et donc vous avez vu sur la slide d'avant, c'était une coupe dans laquelle on considérait aussi le sol, un petit peu à la façon de Zdenek-Burian. Donc j'utilise le processus d'avant-après. Alors là j'ai mis que l'après, mais donc je pars de la coupe de l'existant en essayant de montrer comment ça peut devenir avec une coupe projetée. Et du coup, en touchant aussi le public de façon un peu plus large, en essayant de faire qu'il se projette à travers des visuels. Où il pourrait se raconter une histoire avec des choses à noter, en fait, des échantillons de matière, en fait, des idées. Voilà, tout ça pour essayer de générer une idée assez complète de cette reconversion de paysage à travers cette exposition. Donc. Voilà, donc toujours dans cette thématique de représentation du territoire, j'ai voulu aborder une tendance, on va dire, dans l'illustration, alors de paysage, mais d'architecture aussi, qui est ce qu'on pourrait dire à la vulgarisation, puisque du coup on est aujourd'hui beaucoup confronté à des images, comme vous avez ici, de l'agence Félix, qui est une agence qui se trouve aux Pays-Bas, une agence de paysage, qui en fait génère des visuels très, alors que je trouve très didactiques, avec justement qui empruntent des codes, en fait presque, on pourrait dire un peu enfantins, avec des couleurs vives. On raconte une histoire, des personnages un peu simplifiés, du fléchage, des annotations, du schéma en fait. Et c'est vrai que plus que d'être juste une image qui représente un projet, c'est presque une petite histoire. On raconte comment les différents milieux vont interférer, comment on peut se projeter en fait dans ce genre de projet. Voilà. Donc ici on a une vue en plan, on a une vue de projet, et c'est vrai que c'est donc ce que je disais au démarrage, c'est toujours cette considération en fait du sol, du travail avec le vivant en fait, qui est très représenté en fait, où tout fonctionne ensemble, voilà, avec y compris ce qui se passe dans le sous-sol en fait. Alors, pour continuer mon tour d'horizon, j'ai choisi le mot augmenter. Augmenter parce que ces derniers temps, je pense que vous avez déjà tous vu des images de projets qui étaient comme ça hyper réalistes. Et c'était en fait ces dernières années la tendance pour représenter le projet de paysage. Alors on revient un petit peu, on a eu l'impression qu'on revenait un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une façon de représenter tellement hyper réaliste que ça laisse très peu de marge en fait à l'imagination.
C'est-à-dire, on sait même des fois pas forcément trop discerner ce qui est de l'ordre du projet et de l'ordre du réel, en fait. Et du coup, c'est une façon de représenter assez intéressante qui va me permettre de rebondir après sur d'autres façons de représenter un peu à l'opposé. Voilà. Et donc ça, c'est la Graine Studio, c'est un perspectiviste en fait qui représente de façon hyper réaliste, voilà, plutôt des projets de paysage. Donc le mot suivant, c'est raconter. Alors c'est un petit peu en opposition, enfin pas tout à fait, mais dans le prolongement et en opposition du mot d'avant. Mais c'est finalement des visuels qui offrent une plus grande possibilité de se projeter, peut-être, puisque du coup on pourrait se retrouver être le héros du projet, se projeter à travers les personnages en fait qui évoluent dans des paysages assez divers, mais du coup qui utilisent l'espace en fait de différentes façons. Et alors pour ce qui est vraiment de la représentation pure, on mélange des techniques, c'est-à-dire qu'on est sur du photomontage, du croquis, et finalement ça s'apparente presque à de la BD en fait où on raconte une histoire, voilà. Et puis l'usager s'identifie à ces personnages, il investit les lieux, et voilà, notamment beaucoup pour des projets d'espaces partagés, d'espaces conviviaux en fait. Donc là-haut, c'est sur un projet Europan en fait, qui était sur le thème de la ville productive, avec des jardins partagés, beaucoup sur cet esprit de partager et d'être dans des espaces conviviaux en fait. Alors ici dans le prolongement de raconter, c'est des techniques en fait qu'on utilise aujourd'hui plus dans la représentation du paysage. Alors avec une agence qui se teste un petit peu, une grosse agence de paysage qui s'appelle Baseland, qui utilise comme ça alors pas que, mais pour certains projets, des façons de rendre justement sur des espaces très vivants en fait, des façons de rendre assez schématiques, toujours de cet ordre de l'histoire qu'on se raconte en fait autour du projet. Et sur votre droite, plutôt dans les bleus là, c'est un paysagiste qui s'appelle Gaylor Le Goaziou, qui fait des images, notamment, enfin entre autres, puisqu'il fait de l'hyperréalisme aussi, mais des images avec cette texture un petit peu de crayon de couleur. En fait, on a l'impression que c'est un croquis au crayon de couleur de l'aménagement. Voilà, donc c'est des approches assez sensibles finalement de la représentation du paysage. Et alors ça va résonner un petit peu avec vos références lors de l'intervention précédente, mais du coup j'ai choisi comme référence l'agence Coloco, en effet, qui est une agence très polymorphe, on va dire, qui s'essaye à beaucoup de choses, qui est dans la concertation, alors ils sont paysagistes, jardiniers, philosophes, on va dire, voilà. Et c'est vrai que donc ils sont toujours dans l'innovation, notamment dans l'innovation aussi picturale, un petit peu liée au paysage. Et là, c'est vrai que j'ai voulu mettre en avant une approche graphique scientifique, alors qui mélange en fait à la fois, je trouve, l'approche sensible et l'approche très scientifique, où voilà, on a besoin de faire du schéma, on a besoin de décliner des choses. Voilà, donc j'ai choisi ces visuels-là, notamment aussi pour mettre en lumière le fait que il existe un outil, alors plutôt associé en fait à la pratique de l'aménagement du paysage, mais cet outil-là, c'est le bloc diagramme. Et le bloc diagramme, c'est donc ce que vous avez ici, c'est comme si on découpait un morceau de terre et qu'on l'extrayait en fait pour l'analyser à la fois dans sa surface, mais aussi dans sa profondeur. Et donc c'est souvent cette façon de représenter en bloc diagramme qui est déclinée et qui sert, voilà, de base à des réflexions. Là, c'est sur l'échelle, une grande échelle. Alors voilà, justement, ça permet de varier aussi les échelles. Là, on a une échelle très large d'un territoire assez vaste, et là, on est à l'échelle vraiment du petit jardin en fait. Voilà, sur un projet qui mène sur la végétalisation de la ville de Lyon. Et alors, pour terminer ce premier petit tour d'horizon sur la représentation du territoire,
J'ai voulu terminer sur le mot rêver, où en fait, dans la façon de représenter le paysage, on a toujours selon moi, pas toujours, mais certaines représentations plus que d'autres ont pour vocation de faire un peu rêver et de représenter en fait la façon de vivre en symbiose justement avec la nature. Et ça, on le retrouve beaucoup, on le retrouve à travers les projets, donc on est dans cette thématique sous-jacente de ville et de nature, et on retrouve à travers tous les projets qu'on va décliner par la suite, mais en tout cas déjà dans la façon de représenter le paysage, on a en fait cette cohabitation ville-nature, où en fait on cherche à faire rentrer la nature dans la ville, mais également à connecter la ville avec son environnement naturel au maximum pour vivre de la meilleure façon en symbiose. Et finalement, c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est deux choses qu'on cherche à lier qui pourraient finalement être assez opposées, minéral, végétal, voilà. Mais en tout cas, on cherche à tisser des liens et à vivre comme ça dans le rêve, dans une sorte d'utopie qu'on essaye peut-être chaque jour de mettre quand même le plus possible en œuvre. Et donc, cette référence est une illustratrice en fait qui fait du collage, qui s'appelle Corinna Staff, et voilà, qui a fait une illustration pour une projection de la ville du futur dans 30 ans en fait. Voilà, donc voilà le premier tour d'horizon terminé en fait sur on va dire la didactique à travers la représentation du territoire. Et avec Fabrice, on a voulu s'attarder après dans une deuxième sous-réflexion, on va dire, sur l'outil de projet, le projet comme outil didactique. Et donc, ce qu'on a voulu mettre en lumière, c'est que dans chaque projet, en fait, on part d'un parti pris. Avant d'intervenir sur l'espace, on a un parti pris. Et donc, le projet nous sert à rentrer d'une certaine façon en contact avec les différents publics, à travers l'usage, mais à travers le questionnement. Enfin, on va essayer de le dérouler, de vous l'expliquer un peu plus tard. Et voilà, donc ça met l'utilisateur en fait dans une posture nouvelle, et l'usager peut en venir à se questionner en fait sur quel a été le parti pris, quel a été le message en fait du projet. Donc on a essayé de décliner différents exemples, mais qui ne se contentent pas en fait de répondre seulement à des besoins fonctionnels, mais aussi voilà qui sont porteurs de messages, peut-être porteurs de porteur de didactique en tant que tel en fait, de manière plus ou moins explicite. Alors avec un premier projet pareil qui je trouve résonne pas mal avec l'intervention précédente, donc j'ai choisi le mot bousculer parce que c'est vrai qu'on est en voyant ces images, on est assez surpris. On se demande quel a été le parti pris de ce projet-là, qui est finalement assez clair. Mais en tout cas, ça bouscule l'esthétique du projet de paysage, du jardin, de la considération de l'espace public en fait. Et j'ai volontairement pris cet avant-après dans un projet d'une agence qui s'appelle l'agence Wagon. Alors c'est des paysagistes aussi un peu très complets, on va dire, qui se posent beaucoup de questions et qui expérimentent, qui font des chantiers participatifs notamment. Et ce jardin s'appelle le Jardin des Joyeux à Aubervilliers. Donc c'est un petit peu de la même façon que ce qui a été présenté dans l'intervention précédente. C'est une dalle en fait qui a été marteau-piqué en fait, une dalle de bitume qui a été marteau-piquée et en fait sur laquelle on est venu installer de la végétation pionnière en fait.
Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette mise en abîme, c'est que c'est un jardin. Alors ça, ils ont appelé ça le jardin des joyeux, mais ça a été inspiré en fait. Enfin, la volonté était de recréer un écosystème de jardins de rocailles en fait. Et les jardins de rocailles, c'est des jardins en fait qui étaient historiquement mis en place, voilà, sur des rocailles au 19e siècle, dans des zones très spécifiques. Donc en fait, on a comme ça un peu une mise en abîme de l'histoire du paysage, on va dire, et de l'histoire du projet de paysage à travers ce projet-là. Et quelque part, donc ça donne une nouvelle aménité en fait à l'espace, puisque du coup l'espace change de vocation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les habitants sont spectateurs et acteurs, puisque du coup ils voient l'évolution de ce projet-là en fait, entre le avant et l'après. Et alors, me concernant, j'ai travaillé avec une classe, enfin 2 classes d'ailleurs, de lycéens en fait, au lycée agricole de Winsenheim, inspiré, on va dire, de la méthode de cette agence Wagon. Et voilà, on s'est inspiré de cette méthode-là pour créer un jardin de bitume. Donc c'est un petit peu ce qu'avait déjà fait il y a très longtemps donc Gilles Clément et enfin ce qu'ont déjà fait Gilles Clément et Coloco, et donc cette agence Wagon. On a repris. J'ai travaillé aussi avec une plasticienne qui s'appelle Laurence Mélinger. Voilà, donc on a travaillé en symbiose, on a essayé avec donc les lycéens de ce lycée agricole. Donc pareil, on a disqué en fait, donc à la disqueuse thermique, une parcelle en fait d'enrobé, qui est une ancienne zone de stationnement au sein donc du lycée. Et on a voulu 2 parcelles témoins, donc un petit peu à la façon du bloc diagramme, mais donc on a travaillé sur 2 parcelles témoins en décroutant en fait ce bitume. Et en se demandant, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a sur place. Alors c'est vrai qu'on avait des moyens à disposition, puisque du coup il y avait toutes les compétences techniques en fait des étudiants, des étudiants et lycéens en aménagement paysager. Donc il y a beaucoup d'outillage, beaucoup de savoir-faire. Donc on a utilisé ce savoir-faire, mais on a aussi essayé d'utiliser au maximum les matériaux qu'on a trouvés sur place. Donc ils décaissaient ailleurs, on a ramené de la terre végétale, on a réorganisé un petit peu, voilà, on s'est concerté, et on a réorganisé les morceaux de bitume dans le jardin, de façon à mettre en scène tout ça. Et on a utilisé ce jardin pour informer en fait, et pour sensibiliser sur la désimperméabilisation des sols au sein du lycée, pour sans doute bouleverser, et ça a beaucoup bouleversé et dérangé en fait, donc notamment les enseignants, on va dire toute l'équipe d'entretien, ça a pas mal dérangé. Et voilà, mais en tout cas ça a fait réagir, et puis du coup ça a fait réagir sur des enjeux de la ville de demain, du paysage de demain, donc désimperméabilisation des sols, quels végétaux s'adaptent, parce que c'était aussi ça un petit peu l'idée, c'est voir quelle végétation pionnière va pouvoir s'installer. Alors on a mis un petit point d'eau à l'intérieur, voilà. On a aussi utilisé cet espace-là pour faire du croquis, voilà, pour réfléchir un petit peu c'était une sorte d'espace observatoire pour catalyser différents enjeux sur l'aménagement du paysage, l'aménagement du territoire de demain. Voilà. Et le deuxième projet que j'ai voulu mettre en lumière, où j'ai utilisé le mot symboliser, c'est un projet qui a été mis en œuvre en fait à Gif-sur-Yvette par une agence qui s'appelle BTP Paysage, une agence de paysagistes concepteurs. Et j'ai trouvé ce projet très intéressant parce que du coup, dans l'idée de la relation nature-ville, c'était une relation assez intéressante, une mise en abîme que j'ai trouvée assez intéressante, où en fait l'agence BTP a choisi, alors peut-être qu'on va passer tout de suite à l'image suivante, a choisi de travailler sur l'écosystème de la forêt en fait, et ils sont allés à l'extérieur de ce campus, parce que c'est un campus universitaire où il y a un bois dans lequel ils ont récupéré en fait tout un tronc d'arbre en fait, qu'ils ont sorti de terre et qu'ils ont fait mettre au cœur d'un patio.
Et au cœur de ce patio-là, donc eux, ils avaient au préalable fait beaucoup d'études sur les interactions en fait qui existaient, enfin tous les systèmes les écosystèmes, on va dire forestiers, qu'ils ont voulu en fait reproduire au sein de ce patio de la centrale Supélec, je crois bien. Et du coup, on voit que petit à petit, au sein de ce patio, donc c'est quelque chose de très très construit. Hein, enfin, c'est un patio, on a une vue panoramique sur ce patio-là. Au sein même de ce bâtiment, ils ont réussi à réimplanter tout un écosystème. Alors j'ai mis cette image-là parce qu'on voit que voilà, il y a des champignons qui se sont décomposés sur le bois, et du coup ça a fait que tout un système s'est installé et s'est mis en place. Alors, comme l'a été souligné très justement avant, on n'est pas, on n'est pas à laisser faire la nature sans intervenir. Je sais pas, je pense qu'il y a quand même une observation et une intervention très minimaliste, mais en tout cas, voilà, on laisse en grande partie la nature faire. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce projet-là, c'est que ça questionne en fait la relation de l'homme au vivant, puisque du coup, ça le met complètement en scène. Ça met en scène voilà, le vivant, la relation au vivant, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le regarde, est-ce qu'on intervient, on voit comment ça évolue dans le temps et voilà. Voilà pour ce deuxième projet. Du coup, je vais passer la main à Fabrice pour la suite. Merci beaucoup. Du coup, moi, je suis plutôt architecte. J'aurais pas forcément la même manière d'aborder les choses, ni les sujets, ni la manière de sélectionner des projets. Là, pour ce premier projet, j'ai choisi le mot éveillé. C'est aussi un travail des CAE et en l'occurrence du CAE Alsace sur certaines cours d'école. Il s'agit d'éveiller les plus jeunes publics le plus tôt possible à cette relation qu'ils vont devoir construire au fur et à mesure de leur éducation à la nature. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez tous des cours d'école dans lesquels vous avez grandi, mais généralement c'est plutôt du bitume, un préau, potentiellement des genres d'arbres en plein milieu et des tracés de jeux. Aujourd'hui, on en est souvent sur la demande des enseignants, mais aussi des collectivités qui ont un projet de valorisation et de désimperméabilisation des sols. Ils souhaitent réfléchir avec les enfants, les parents surtout et les enseignants à désimperméabiliser, à rendre les cours vivantes. Donc à finalement retisser un lien entre ces enfants, ces utilisateurs et les matériaux, les matières, les éléments naturels. Donc on part souvent d'un parcours podologique où généralement on réapprend à sentir avec ses pieds la texture des sols, la texture des matériaux, le chaud, le froid, l'humidité, etc. Et il y a différentes installations possibles. Donc là, c'est un exemple, c'est pas une cour alsacienne, c'est une cour réalisée au groupe scolaire d'Ampère, à Caluire et Cuire. Donc c'est assez récent, c'est 2023. Hein, en France, par exemple, les cours d'école, on est sur ce sujet depuis 3-4 ans. Vraiment, à fond, on sent que ça commence à émerger, que les élus, les collectivités ont compris l'intérêt, les enjeux derrière, parce que c'est les futurs citoyens qui vont grandir et passer beaucoup de temps dans ces cours de récré. Si on va un peu en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas, on se rend compte que ces cours d'école sont souvent déjà végétalisées depuis plus de 10-15 ans. Elles sont ouvertes sur l'espace public, elles sont traversées, utilisées au quotidien, en dehors des temps scolaires aussi. Donc, step by step, en France, là, on y arrive. On commence à avoir des cours de plus en plus naturels. Ça reste maîtrisé par l'homme et dessiné, mais c'est surtout aussi décidé par les enfants eux-mêmes, parce que tu peux passer à la slide suivante peut-être. Du coup, le rôle du CAE, c'est plutôt d'être médiateur, dans le sens où on va accompagner les enseignants, les enfants, les parents à réfléchir ensemble via des maquettes, des mises en situation, des explorations de la cour existante, pour comprendre les problématiques, ce qui est inconfortable, confortable, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils préfèrent pas, et imaginer avec eux et des possibles en tout cas dans leur cours. Et l'idée aussi du CAE, en tout cas là c'est le CAE 75 qui a pu créer des sortes de mallettes pédagogiques sur différentes thématiques. Donc il y a typiquement les enjeux d'un écoquartier aussi, hein, c'est le changement climatique, l'îlot de chaleur, la biodiversité, l'eau en ville, les déchets. C'est 5 mallettes pédagogiques qui permettent aux enfants et aux enseignants de cheminer progressivement vers des nouveaux types de cours d'école. Donc là, c'est un schéma aussi alors l'idée dans notre présentation, c'est aussi d'avoir systématiquement un premier slide qui
illustre le fait, le projet, le parti pris, et ensuite on a essayé de trouver systématiquement des manières dont les concepteurs l'ont illustré ou les moyens qu'on a mis en œuvre pour le communiquer auprès des différents publics. Donc là, c'est une illustration faite par la CE75 qui a vocation à faire comprendre très simplement aux enfants les différents enjeux, les différentes fonctions ou usages qu'ils pourraient imaginer dans leur cours. Donc tout est téléchargeable en ligne, c'est l'open source entre guillemets. Donc n'hésitez pas à chercher sur internet des cours Oasis. Il y a énormément de PDF explicatifs avec aussi des fiches qui permettent d'accompagner les enfants sur des temps d'atelier pour réfléchir et les informer ou leur faire comprendre le système dans lequel ils s'intègrent. Oui, je voulais juste rajouter peut-être que ce qui est assez innovant en fait dans le principe des cours Oasis, en tout cas à Paris, c'est qu'ils réfléchissent au fait que ces cours d'école, c'est pour ça qu'elles sont appelées cours Oasis, peuvent intervenir dans le fait du ressenti, enfin comment dire, de la végétalisation de la ville, puisque du coup ça devient des oasis et notamment des espaces ouverts au public. Ça devient des espaces publics. Sur le temps des vacances scolaires et du week-end, par exemple. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la dualité aussi de l'espace comme ça qui est assez intéressante, en tout cas dans le projet des cours Oasis. Un petit peu. Alors on n'a pas cette problématique dans le milieu rural, on va dire, plus chez nous, mais je voulais juste souligner cette dualité. C'est la notion de l'îlot de chaleur. Effectivement, l'îlot de chaleur, il va plutôt exister en milieu urbain dense. En milieu rural, on s'en rend moins compte, mais on le subit tout de même. Et du coup, on l'a appelé plutôt en Alsace les cours vivantes, puisque c'est plutôt la notion d'usage et de qualité des sols et des usages qui sont mis en avant. J'ai choisi ensuite une autre référence avec le mot hérité. Alors vous la connaissez sans doute vous aussi tous et toutes en ayant pratiqué ou en tant que référence aussi, parce qu'il me semble que le prochain intervenant cet après-midi a travaillé directement là-dessus. Cependant, ma clé d'entrée, ce n'est pas la signalétique ni les mots inscrits sur la façade, ça va être plutôt le parti pris architectural, le dessin, la précision du dessin, la justesse du dessin et la mise en valeur d'éléments originaux. Si on regarde la photo, on se rend même plus compte de ce qui était avant ou ce qui est nouveau, ce qui est patrimonial, ce qui est contemporain. Le fait d'imiter finalement l'épure d'origine, donc respecter les proportions, respecter les alignements, créer une sorte de reflet de transparence avec des matériaux plus ou moins argentés, plus ou moins transparents, à respecter aussi des éléments qui finalement existaient, donc cette entrée qui finalement fait signal, qui fait point de repère pour le quartier. Je ne sais pas si vous êtes déjà tous passés, je pense, devant, mais finalement, ce volume existant qui a été remis en point d'appel de l'équipement joue très bien son rôle et finalement permet de se réapproprier le patrimoine et donc d'en hériter de manière très qualitative. C'est un projet qui est donc de Jean-Marc Ibos et Myrto Vitar, qui date déjà de 2008, c'est déjà d'une certaine époque, mais qu'on trouve toujours encore aujourd'hui très contemporain et très intégré dans ce quartier de la presqu'île Malraux. On peut peut-être passer après. Au-delà de l'approche architecturale et du dessin de la façade qui nous laisse comprendre certaines choses en matière d'usage, de patrimoine et de valeur par rapport au site, il y a l'intérieur aussi. Donc moi, je m'arrêterai pas forcément sur les lignes rouges qui sont des guides qui permettent de fractionner l'espace ou des signalétiques qui permettent de guider, d'indiquer des fonctions. Mais quand vous rentrez dans ce volume, le fait d'avoir évidé cet énorme silo permet très vite de comprendre comment la programmation de l'équipement a été superposée et sans même de signalétique, on comprend qu'il y aura des ouvrages à certains niveaux, des médias à certains d'autres, à des espaces de détente à un autre, et tout en haut, tout ce qui est administratif bureau. Donc finalement, on suggère finalement des usages des programmes par l'espace et par la manière de le mettre en scène. Évidemment, après, il y a un gros travail aussi de signalétique et de ce travail de bande rouge, mais peut-être que l'intervenant de cet après-midi pourra lui-même en parler. Ensuite, j'ai choisi le mot interpeller puisque on a ici sous nos yeux la carte de vœux du CAUE 2025. Donc, c'était une carte de vœux sur laquelle on s'est associé avec Martin Etienne, qui est un dessinateur illustrateur. On l'a rencontré il y a quelques années pour une autre exposition. Et on lui a commandé cette année une carte de vœux. On lui a suggéré effectivement, alors c'est un peu une carte blanche qu'on lui donne en général, mais il faut que ça mette en lumière finalement un enjeu contemporain, ou en tout cas des sujets contemporains. Il a une approche un peu humoristique, un peu humoristique ou novatrice, qui permet de
d'interpeller tout à chacun sur ces sujets qui peuvent être complexes, qui signifient des fois des complexités ou des conflits, on va dire, mais qui permettent de le mettre en perspective et de créer une sorte d'adhésion à l'idée. Là, par exemple, je pense qu'on a chacun un peu notre interprétation de l'image, mais on reconnaît très vite la densité, l'urbanité derrière, qui pousse auprès de la nature, qui essaie de grignoter. Donc, on sent cette pression urbaine et ce besoin de préserver donc de l'engagement aussi individuel dans la préservation de ces espaces verts. Ça nécessite de la patience aussi, hein. On arrose tous les ans pour grandir petit à petit, pour préserver une surface végétalisée ou même une forêt à l'arrière. On voit un peu les dates au fil des années. Donc l'idée, c'est surtout de diffuser cette culture, cette notion de cette dualité ville-nature. Donc ça correspond aussi à ce sujet. Donc au CAE, on travaille au quotidien finalement à promouvoir cette dualité. On va te passer après. Du coup, j'ai ressorti l'exposition qu'on avait commandée à cet artiste il y a quelques années, je sais plus maintenant, 2021, 22. L'année dernière, c'était donc 2024, pardon. J'étais déjà un peu plus loin. On vous parlait avant aussi de la place de la nature. Donc, vous avez un sujet par rapport aux oiseaux. Ce premier slide pose clairement la question de l'habitat, de la faune et de la faune et de la flore, mais surtout de la faune dans nos environnements urbains. Allez, là, on voit très bien que c'est une chronologie. On est d'abord dans une forêt, c'est un terrain à bâtir, on en promouvoit, on le valorise financièrement, économiquement. Progressivement, on va construire. Donc, se pose la question de la construction en bois. Aujourd'hui, on promouvoit non plus l'usage du ciment et du béton, mais l'usage du bois. Mais ça a aussi une incidence parce qu'il faut trouver ce bois, il faut trouver le temps de le laisser grandir aussi et de pouvoir le transformer pour construire son nouvel habitat. Bien qu'il soit éco-responsable, il a tout de même un impact sur son environnement. Et on se rend compte que les cuicuis, finalement, disparaissent. Ils étaient plus ou moins dominants avant. Et aujourd'hui, finalement, c'est nous qui leur offrons, avec le propre bois de la forêt, un nouvel habitat. Donc c'est un peu le schéma type d'un petit nichoir. Donc on se pose vraiment la question de l'impact de l'homme sur son environnement et son intégration de la faune dans ses projets. Ça rejoint aussi la présentation précédente qui a abordé ce point concernant surtout les bâtiments anciens qui ont souvent une porosité en façade et qui permet d'accueillir tout type d'insectes ou de faune. Au milieu, c'est un peu siècle par siècle. On se rend vite compte que la ville était lointaine, on était plein champ, on travaillait en pleine terre, c'était une terre nourricière. 20e siècle, ça se rapproche, c'est un peu une dualité un peu à égalité. On cultive, on vit en ville et les relations se créent comme ça. Et là, 21e siècle, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est finalement on cultive en pleine terre, mais sur un toit de bâtiment. Donc ça inverse finalement les rôles et le rapport à la nature. On se pose aussi la question derrière, du coup, à la qualité de ce sol et ce qu'on peut en faire. Et tout à droite, c'est la question de la densification. En tout cas, c'est mon interprétation de ces images. On était sur des échelles de maisons avec une forêt ou un îlot de forêt. On démolit, on densifie, ça devient plutôt des immeubles. Et finalement, la ville encadre la nature et la nature ne reste plus qu'un petit élément qui finalement décore une place très minérale. Donc voilà, c'est des petites illustrations qui permettent de poser questions et de se rendre compte soi-même, de s'appliquer soi-même ces réflexions. Ensuite, j'ai choisi le mot coopérer parce que dans un écoquartier, il y a forcément aussi de la coopération, de la participation, de l'investissement individuel pour un projet collectif. En architecture, ça se traduit aussi, là en l'occurrence un exemple d'une coopérative d'habitation en Suisse, à Bâle. On le voit très vite dans la façade, on le comprend, on le suggère par la manière de composer le bâtiment, qu'il y a une multitude de différents usages, différents modes d'habiter, de différentes transparences, différentes matérialités, et que c'est plutôt invitant. Ça invite finalement à venir découvrir cette collectivité, ou ce collectif en tout cas, qui vit dans ce bâtiment. Donc on a une serre parasite sur le toit, on a un socle plutôt ouvert qui accueille des grands ateliers en duplex, on a des habitats au milieu plutôt familiaux avec des balcons, on a effectivement aussi un toit terrasse habité, une propriété qui n'est pas délimitée non plus. Si on peut passer au slide suivant, on se rend compte très vite que les décisions du concepteur ont permis finalement d'y vivre de manière collective avec des espaces partagé. Donc certes, il est tout gris, mais ça c'est plutôt le style suisse très épuré, mais qui est libre à l'appropriation des habitants, sachant qu'il y a 4 appartements qui donnent sur cet espace et qui est
devient un espace finalement de circulation, mais surtout partagé. Il y a des versions de photos où on aura finalement un sapin de Noël à Noël, on aura plutôt un goûter pour les enfants, on aura peut-être un atelier d'art plastique au plein milieu. Il y a énormément de possibilités d'appropriation. Pareil pour l'épaisseur des coursives, c'est des lieux de passage, mais c'est aussi des balcons, c'est des endroits où on va pouvoir lire, cultiver, se reposer, discuter avec les voisins ou rester plus intimement devant son appartement. Donc il y a des choix qui ont été faits en matière d'épaisseur, de volume, de position, d'orientation qui font que ça va permettre ou favoriser une appropriation des habitants. J'ai bien aimé aussi la photo de la limite. En France ou en Alsace, on aime beaucoup, on est très attaché à la propriété, la notion de c'est chez moi, c'est pas chez vous, et de le notifier, de le marquer, de le matérialiser dans l'espace. On a souvent des clôtures en métal, c'est les moins chers. On commence à aller vers des clôtures plutôt en bois. Et là, en Suisse, donc après, il y a aussi une approche culturelle à ça. En Suisse, finalement, une clôture est signifiée par un morceau de bois posé. Ça suffit à faire comprendre aux gens que là, ils sont en public et là, ils sont dans un espace privé. Donc visuellement, on le comprend, mais ce n'est pas une rupture de l'espace. Donc c'est des petites subtilités qui... C'est très lié aussi à la culture et au pays dans lequel on construit ou on conçoit, mais je trouve ça intéressant de s'en inspirer. Donc se posera la question, parce que votre site d'étude, c'est l'écoquartier de Cronenbourg, se pose la question comment ça a été abordé là-bas. J'en ai pas fait moi-même l'analyse encore. J'ai choisi ensuite le mot apaisé. Je ne sais pas si vous reconnaissez la petite venelle, mais c'est une venelle du quartier, d'un écoquartier de Strasbourg aussi, la ZAC Danube, qui est juste derrière la bibliothèque Malraux, un peu plus loin, derrière la tour Elitis. Donc on a un quartier qui a forcément déjà une première mission, c'était résorber la fracture entre le Grand Canal et la route du Rhin, qui sont des structures urbaines fortes, positives ou négatives, mais en tout cas qui sont structurants. Et du coup, j'ai illustré très vite j'ai récupéré finalement quelques illustrations pour comprendre cette volonté d'effacer les ruptures. Ce premier schéma le résume en quelques couleurs, quelques lignes. Il s'agit d'ouvrir des échappées visuelles, de créer des émergences, d'identifier et de rendre transparent, de créer des connexions, des liens visuels sur le quartier. Le schéma à droite signifie, lui, plutôt, je pense que vous le comprenez aussi indirectement, avoir une sorte d'allée piétonne, de centralité complètement séparée des voitures, qui permet de connecter le canal et le reste du quartier avec des petites venelles, des ponctualités. Les points rouges, c'est finalement des zones de rassemblement, de convivialité qui permettent qui permettent la vie du quartier et la cohésion sociale du quartier. Donc on voit très vite les différentes échelles de travail. Là, c'est plutôt une échelle de l'îlot, de l'entièreté du quartier, avec des intentions très claires, mais qui ont un impact sur ensuite chaque bâtiment qui va être construit. Et ici, c'est plutôt la schématisation d'une structure urbaine qui permet finalement de dissocier la voiture des piétons et des vélos. Et de créer cette qualité qu'on voit sur cette première photo. On voit très vite une échelle de bâtiment qui est distincte, des matériaux différents, des teintes, et finalement comme je parlais de clôture avant, ici c'est déjà des ganivelles, il me semble, si je ne me trompe pas, en bois. Donc ça suggère une séparation, mais sans forcément être trop brutal. Ça reste incitatif à la balade, au passage. C'est un espace public, cette photo elle peut être prise par n'importe qui, mais on est à proximité quand même de ces espaces privés qui permettent une certaine appropriation. Cette venelle, elle représente aussi un lien entre le canal au bout et la rue piétonne où il y a les noues de récupération d'eau de pluie. Donc finalement, la trame urbaine, elle permet aussi de suggérer l'identité du quartier qui est autour de l'eau. Le parcours de l'eau depuis la pluie, les noues, les venelles jusqu'au canal. Voilà. Peut-être passer après. J'ai pris le mot bouger parce qu'on a de plus en plus... Alors on sort de l'année des Jeux Olympiques aussi. C'est un exemple qui est à Plaine Commune dans l'Est parisien où ils ont travaillé finalement à cette notion du design actif. Ils avaient pour ambition avec Paris de démocratiser le sport. Donc quand on a cette ambition politique, entre guillemets, comment on fait? Est-ce qu'on construit des grands équipements très coûteux, très figés, très fermés et contrôlés? Ou est-ce qu'on commence à réfléchir plutôt à du design actif, donc à intégrer cette notion du mouvement, de l'activité sportive dans l'espace public. Donc je pense que vous avez tous vu déjà un peu dans les différents voyages ou parcours quotidiens des installations sportives un peu qui vous permettent de faire du sport. Tout le monde n'est pas à l'aise pour ça, mais ça le suggère, en tout cas ça vous invite à faire du mouvement. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ces petites ponctualités sportives font surtout partie d'un ensemble.
Ce design actif, il permet aussi de créer un réseau de lieux où on va pouvoir créer de l'activité, bouger, circuler, alimenter. Donc, je reviens sur la manière de représenter ce schéma-là, ce projet politique de créer la mobilité en ville. Il va être résumé par ce schéma fondateur des parcours ludiques associés à la trame verte. Ça veut dire que cette carte, elle résume en quelques lignes et quelques couleurs l'ambition politique ou du développement urbain en matière de mobilité douce, de sport, de ludique et donc de toutes ces entités vertes, de cette trame verte de la ville. Et on voit finalement des éléments. Ce qu'on va nous pratiquer, c'est la passerelle qui va permettre de circuler de manière très douce et traverser des ruptures, donc des canaux ou des voies ferrées, et des aires de sport qui sont nouvelles aussi, avec des nouvelles identités, des nouvelles couleurs, plus ouvertes sur l'espace public, moins cloisonnées, moins reclus au fond d'un quartier. Et finalement, ces éléments-là qu'on a vus précédemment, ces 3 échelles de projet, finalement, elles s'intègrent dans un schéma, dans un réseau qui permet de vivre et de vivre en mouvement finalement la ville. Donc il y a toujours cette notion d'échelle entre ce que vous voyez localement. Il faut toujours se poser la question, est-ce que ça a un sens ou un objectif aussi plus large à l'échelle du quartier, de l'intercommunalité ou même du territoire national. Ensuite, on a Lire la ville. Donc, c'est cette fois-ci aussi, c'est un événement qui est créé avec plusieurs partenaires tous les ans, où le CAE finalement s'insère en collaborant avec certains enseignants et en accompagnant des classes, qu'elles soient en milieu urbain ou rural. C'est des approches différentes, mais on les accompagne dans tous les cas, pour comprendre un peu la manière dont la ville fonctionne et surtout ces signaux que la ville nous offre. C'est plutôt aussi une manière de représenter, alors là je suppose que c'est une sorte de cathédrale ou d'église qui est un peu revisitée, colorée, et à côté la manière dont, enfin le moyen ou l'outil qu'on utilise pour sensibiliser les enfants à cette lecture de la ville, à comprendre les aspects architecturaux, mémoriels ou patrimoniaux, c'est finalement la maquette. La maquette, c'est une traduction pour eux, c'est une manière d'exprimer ce qu'ils imaginent dans leur tête et de le mettre en œuvre, de le mettre en volume. Donc c'est pas uniquement du dessin, mais ça leur permet aussi de s'imaginer, de se représenter l'espace en 3D finalement, et de composer avec des matériaux différents et de signifier des usages. Je pense que si on avait fait cette maquette il y a 15 ans, on n'aurait peut-être pas forcément eu de l'herbe sur le toit, on n'aurait pas forcément eu des entités, des éléments habités sur le toit non plus, on n'aurait peut-être pas eu des sortes de globes un peu futuristes dans l'espace public. Donc ça correspond aussi à une génération, c'est des enfants qui ont généralement entre 5 et 10 ans, et c'est eux les futurs citoyens, les futurs usagers. Donc si à leur âge, ils ont déjà compris qu'on peut habiter le toit, donc utiliser cette 5e façade, transformer l'espace public, l'investir, le colorer, ça va aussi nous permettre d'avoir des citoyens qui sont plus impliqués, plus compréhensifs et peut-être plus enclins à vivre différemment l'espace public. Donc c'est des actions sur lesquelles le CAE est mobilisé, pas au quotidien, mais régulièrement au courant de l'année. Investir, ensuite, c'était un autre projet. C'est aussi lié aux nouvelles générations. Donc, c'est investir dans les nouvelles générations, investir dans le bon matériau et dans une intervention durable. Là, il s'agit d'un accompagnement à la collectivité. Donc, c'est la commune de Hohenheim-Runzenheim qui nous a appelés sur un besoin de construire un nouveau groupe scolaire. On les a accompagnés, on a fait la programmation, on a fait rencontrer les profs, les enfants, les élus qui sont les décideurs financeurs. Et ils ont choisi un groupe d'architectes, donc DWPA, architectes, qui ont proposé un projet qui a intégré finalement l'idée de faire un bâtiment bas carbone. Bas carbone veut dire qu'on fait le moins appel au béton, mais qu'on valorise le bois terre-paille, donc le BTP de demain, le bois, structure bois, isolation paille et enduit terre. Et ils ont créé dans chaque salle de classe finalement une paroi qui est en structure bois, paille, terre. Et ils ont proposé à la collectivité et aux enseignants d'impliquer finalement les futurs usagers, donc les enfants, à terminer avec leurs moyens l'enduit terre. Donc c'est finalement une découverte de la matière, comprendre que cette terre elle est pas chère, décarbonée, qu'elle peut venir du site, qu'elle est non toxique, en tout cas pour certaines terres, qu'on peut la manipuler facilement, qu'on peut être impliqué dans le processus. Et ça leur permet aussi de s'approprier déjà en phase de chantier les futures salles de classe. Donc c'est aussi les sensibiliser à l'éco-responsabilité, sachant que ces enfants habitent tous, ils ont tous des parents en général, et ils ont tous une maison aussi, et ça leur permet de retourner à la maison, de transmettre ce message à leurs parents aussi, en disant voilà, à l'école on a construit en bois, en terre et en paille.
c'est possible, ça ne brûle pas, ça ne tombe pas, on peut le faire nous-mêmes, c'est économique aussi. Donc notre but en sensibilisant les enfants, c'est aussi qu'ils ramènent l'information chez les parents. Et là, j'ai rebondi sur les visuels. On a la perspective de concours, donc lorsqu'on organise une consultation de concepteurs, on demande systématiquement des illustrations. Certains font le choix de dessiner, d'autres font des photos hyper réalistes. Donc ça correspond aussi, ça rassure finalement les investisseurs ou les financeurs. Au milieu, on a une visite de site où on a invité d'autres élus qui ont des projets d'école pour les sensibiliser sur le chantier, à se rendre compte que c'est possible de construire en bois, que c'est maîtrisable avec la paille, qu'il y a des normes qui sont acceptables, etc. Et ça leur permet de rencontrer aussi les élus qui se sont déjà engagés dans cette pratique. Là, en l'occurrence, c'était des visites organisées par les architectes. Donc, les concepteurs utilisent aussi les chantiers, les temps de chantier, pour valoriser leur travail, leur conception et convaincre finalement le grand public. Et à côté, c'est une perspective hyper réaliste aussi. Il y a des enfants, il y a une certaine animation, donc ça crée une sorte de projet désirable. Est-ce qu'on peut passer? Ouais. Ensuite, j'ai le mot biosourcé, donc en lien avec ce premier bâtiment. Derrière, biosourcé veut dire aussi une filière, des matériaux, des ressources, des forêts, des sols, où il faut structurer finalement cette ressource. On a invité en 2021 une exposition Weniger ist genug, donc moins c'est assez, si je me trompe pas en allemand. En tout cas, le slogan chez nous au CE, c'est plutôt faire mieux avec moins. Comment on va faire avec des enjeux d'économie des ressources, d'économie des matériaux, avec une volonté de réduire le bilan carbone, comment on va faire pour construire des choses nécessaires, mais différemment. Donc cette exposition, elle était itinérante et de manière très simple, très sobre. On le voit sur la photo, elle explique finalement les 35 projets différents qui ont une conception vertueuse à l'origine. C'est-à-dire que le parti pris était d'avoir une conception vertueuse, respectueuse de l'environnement, qui réduise l'impact carbone. On peut peut-être passer après. En parallèle de cette exposition, donc il y avait aussi des éléments matériaux. Ça permet à tout à chacun qui vient voir l'exposition, non pas juste de voir des projets réalisés, mais aussi de toucher la matière, de comprendre ce que c'est un isolant fibre, ce que c'est les roseaux, la paille, le miscanthus, d'où ça vient. Et de comprendre aussi, de leur expliquer derrière quelle est leur plus-value, leur intérêt. Souvent, ces matériaux naturels, ils sont utilisés dans le bâtiment patrimonial et ils ont plus de qualité que les matériaux créés par l'homme et pétrochimiques, on va dire. Donc en parallèle, il y a le groupe Frugalité Alsace qui est lié au groupe Frugalité Heureuse au niveau national, qui cherche à recenser, illustrer les ressources d'un territoire. Donc là, ils font des visites, ils rencontrent les artisans, les entrepreneurs, ils font des fiches acteurs, ils créent des interviews, des revues de projets pour justement compléter cette carte et pouvoir la communiquer lors d'un projet et justifier finalement l'usage de tel ou tel matériau. Et on se rend compte finalement qu'il y a ici une liste de feuillus, une liste de blé, les terres cuites, les terres crues, les terres calcaires, le grès, les résineux, les types d'arbres, etc. Donc c'est un travail de fond qui n'est pas vraiment palpable, mais le fait de le cartographier permet de le communiquer facilement et de justifier des partis pris architecturaux. C'est aussi lié à un projet de territoire, c'est-à-dire que derrière, il faut pouvoir mobiliser des élus qui sont décisionnaires de filières ou de transformation de la matière. Relié, donc c'est aussi un autre travail que le CAU a réalisé il y a de nombreuses années. C'était une étude c'est un territoire, plusieurs collectivités qui souhaitaient se réapproprier, transformer une voie ferrée qui était abandonnée et la transformer finalement en voie verte. Donc c'est le projet de l'agence Paysage Parenthèse qui a été lauréate. Et ils ont créé finalement un parcours territorial qui permet de redécouvrir ou découvrir différents lieux le long d'une voie ferrée qui devient finalement une voie verte. Donc c'est aussi une manière de préserver l'environnement et de valoriser les mobilités douces. Donc c'est une trame qui est finalement parallèle au train ou à la voiture, mais on peut tout faire à vélo. Donc au beau jour, je vous invite à parcourir ce cheminement qui est composé de 5 séquences paysagères qui correspondent aussi à des types de paysages associés qui sont traversés et à des ponctualités un peu atypiques. Donc c'est un peu le nom du projet, c'est Porte du Bonheur, donc ça symbolise un peu les portes du bonheur. On a aussi la notion du belvédère et de l'observation du paysage à la fin, comme la plus grosse intervention en fin de parcours. Donc on va peut-être passer à l'image après.
Et là, on comprend mieux ici l'ampleur du projet. Donc, il y a cette nouvelle représentation en carte, en plan, qui montre un peu les tâches urbaines, qui montre le parcours, les connexions de ce parcours en 4 séquences, avec des points de vue et des centralités vertes. Donc ça, c'est aussi une manière de communiquer le projet qui est de nouveau plus territorial, plus global. Au milieu, on a un photomontage de l'agence Parenthèse, donc c'est sur cette photo qu'ils ont été sélectionnés, qui est un peu mystérieux, mystique, un peu dramatique, mais qui permet de montrer depuis le point de vue de la carrière, depuis ce belvédère, ce qu'on pourrait voir. Donc ils offrent à voir finalement le paysage, le plateau alsacien. Et à la fin, un petit croquis d'intention, donc c'est plutôt sur une intervention très localisée, mais en quelques traits de crayon, sans être forcément juste, on permet aux gens de s'approprier l'idée qu'on va traverser la voie ferrée, revaloriser une rue, mettre un abri, une table, etc., qu'on va créer, suggérer des usages. Donc c'est 3 moyens différents de représenter un parti pris finalement. Là, je vais vous emmener un peu plus loin. On aime bien au CE voir un peu ce qui se passe ailleurs pour changer un peu de nos habitudes, de ce qu'on fréquente ou pratique au quotidien. Là, je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent, mais c'est à Copenhague et c'est le parc du Vivre Ensemble. C'est un espace public multiple par et pour les habitants. Donc on appelle ça plutôt comme un parc urbain atypique. En France, on voit rarement ce type d'espace aussi marqué ou graphique, mais il permet effectivement de comment dire, rassembler autour d'un projet. C'est un projet, alors si on va le voir dans les slides d'après, on va tout de suite switcher. En un schéma, on comprend très vite le parti pris du projet. C'est un seul parc qui est en 3 zones très différentes, mais qui sont toutes associées à des drapeaux là sur le schéma. Ces drapeaux signifient que le mobilier urbain qui va être installé sur ce parc est originaire de différents pays. Donc tous ces pays, il y a une 60aine de pays représentés par ces mobiliers urbains. Et le fait de mettre des mobiliers urbains qui sont liés à des codes culturels différents permet aussi de faire le lien avec la diversité des habitants du quartier. Ça veut dire que moi, en tant que Français, par exemple, je vais me promener dans le parc, je vais potentiellement aller dans ce secteur, je vais pouvoir voir des mobiliers urbains qui vont me rattacher, me connecter à mon identité originelle. Et c'est un peu le parti pris du projet, c'est de partager le parc en y associant des mobiliers urbains très variés. Là, on voit aussi les 3 manières de communiquer un concept par rapport à ces 3 types de parcs, avec un plateau plutôt vert, le plateau noir et le plateau rouge, avec des méthodes et des outils différents qui sont synthétiques ou résumés dans un schéma. Donc ça, c'est propre à l'agence Big, qui est, donc pour tout projet, ils ont toujours un logo symbole et des petits diagrammes, organigrammes qui expliquent le sens ou le parti pris du projet. Je vais essayer d'accélérer un peu. Associer des espaces, associer des bâtiments anciens, des bâtiments contemporains, associer des générations aussi, c'est de l'habitat senior, mais associé à de l'espace public, on va pouvoir créer des interactions entre des plus jeunes et des moins jeunes, et créer une dynamique sociale ou associative autour de ces espaces. La question, alors c'est aussi intéressant de voir la manière dont ils ont représenté finalement ce sujet, cette première perspective qui est faite du coup pour l'agence Richter Associés par Jeudi Wang, qui est très hyper réaliste. Elle permet de poser les choses, on s'y projette presque, on a l'impression que ça existe déjà. Je me suis moi-même fait avoir, je pensais que ça existait déjà, que c'était déjà en place. En regardant le détail, on se rend compte que c'est un peu trop propre pour être réaliste, mais ça permet aux gens de se projeter, de se dire, voilà, c'est possible d'associer du patrimoine à du contemporain, d'imiter, enfin pas d'imiter, mais finalement de copier des fonctionnements, d'ouvrir à l'espace public, de créer des perspectives et de mettre en relation les gens. Et on va le voir dans le schéma d'après. Il y a la question de la photo, le constat. Donc ça, c'est la situation actuelle. Donc on se rend compte qu'il y a du taf. Il va falloir se projeter et investir pour pouvoir modifier ces bâtiments. Mais il y a beaucoup de choses possibles. Et lorsqu'il s'agit de plutôt communiquer sur l'usage, sur l'habité, sur l'humain et sur le sensoriel, on va plutôt pratiquer des dessins qui sont illustratifs, qui suggèrent, qui n'imposent pas une fausse réalité, mais qui permettent de s'approprier le dessin et qui suggèrent des usages, des modes de vie plus intimes, plus souples et plus précis. Donc c'est encore une fois une manière de représenter des usages, des fonctionnements. Là, c'est en l'occurrence l'explication indirectement, on nous explique comment ces personnes seniors vont habiter, occuper l'espace et être en mesure d'avoir un espace intime et semi-privé ou semi-public en fonction de la position dans le logement. On peut peut-être passer après.
je vous emmène de nouveau ailleurs. Donc là, on était en Alsace. Là, on revoyage. On va de nouveau dans le nord, un peu aux Pays-Bas, où ils ont une pratique de l'espace public qui est beaucoup plus osée que chez nous, on va dire. C'est toujours bien de voir un peu ce qui se passe ailleurs pour se dire pourquoi pas chez nous. Quels sont les freins? Pourquoi on ne se permet pas, on ne s'autorise pas de faire ce genre de choses? Là, en l'occurrence, c'était un bâtiment qui était complètement désaffecté. Ils ont créé une passerelle éphémère d'environ 400 mètres qui permettait de connecter plusieurs quartiers, plusieurs zones qui étaient fracturées suite à des démolitions ou aux infrastructures. Là, on voit qu'il y a les voies ferrées principales de Rotterdam qui passent derrière, une route principale aussi qui circule devant à 6 voies. Donc on sent que c'est un site qui est très soumis aux ruptures. Et finalement, l'agence ZUS, donc Zone Urbaine Sensible, a cette volonté de systématiquement expérimenter et mettre en perspective des choses et de mettre en avant le rôle public de l'architecture. Donc finalement, cette passerelle, c'est quand même énorme, mais ça permet de tisser du lien entre une ancienne voie ferrée qui est transformée aussi en parc, comme la High Line à New York, des espaces qui sont un peu fractionnés ici, mais qui sont plutôt intimes, avec des jardins et des espaces de représentation théâtrale ou autre. Et cette passerelle qui finalement ose traverser le bâtiment et créer ici, ça a permis d'impulser finalement la complète reconversion de tout l'îlot. Donc finalement, cette petite intervention spatiale a permis d'impulser une régénération urbaine finalement, parce que cet endroit était quelque peu en friche. Donc la notion de friche, c'est aussi un sujet par rapport à la friche de Cronenbourg que vous allez explorer. Se pose la question, est-ce que ce type d'intervention aurait permis peut-être de reconnecter quelque chose? Il y a une voie ferrée, il me semble, juste derrière l'écoquartier aussi. Pourquoi en France on n'a pas forcément cherché à se connecter? Il y a plein d'autres contraintes, mais quand on ose, on peut effectivement créer du lien. En plus, ce projet, il a été financé par un crowdfunding, donc c'est finalement les noms des gens qui sont gravés sur tous les morceaux de bois. Et il y a aussi la question de la couleur, finalement, ce message, ce signal. Le jaune, c'est une couleur qui est associée à la joie, à la gaieté, à la fête. Et effectivement, cette passerelle, elle est systématiquement occupée et vécue au quotidien. Donc, encore une fois, c'est un projet éphémère, mais il me semble qu'il est toujours encore là. 2024, il était encore là. Autre projet ailleurs, surprendre. J'ai volontairement pris une photo où on ne sait pas trop si c'est du réel ou si c'est du virtuel. Il s'avère que c'est une photo réelle. On n'y croit pas forcément. L'idée, c'est plutôt de valoriser l'hédonisme durable, donc la notion du plaisir, de vivre la ville, de profiter de la ville, mais de manière durable et consciente. Et finalement, alors c'est nouveau l'agence Big qui a construit ça à Copenhague. Il s'agit peut-être switcher tout de suite à la prochaine. Il s'agit d'une usine de traitement de déchets. Donc moi, si je vous pose la question à Strasbourg, où est l'usine de traitement de déchets? Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre spontanément, qu'on l'ait tous visité et qu'on ait tous conscience de comment nos déchets sont traités. Donc on nous demande de faire le tri, mais on ne sait pas forcément où ça va. À Copenhague, ils ont décidé finalement de mettre ça en valeur et de combiner les programmes. Donc encore une fois, c'est un schéma qui résume un peu tout. C'est un énorme bâtiment où ils ont mis une piste de ski. Ils ont superposé cela à l'usine. Ils ont mis des espaces de ski de fond, des espaces de randonnée, des espaces de patinage, etc. Ils ont une cheminée qui crée avec des cercles de fumée aussi. Donc, ils ont inventé un système qui permet de faire signal. Chaque anneau représente tant et tant de mètres cubes de déchets traités, etc. Donc, par le projet, par ce parti pris fort, qui est un peu surprenant, ils ont réussi finalement à combiner plein d'usages et à se rendre compte finalement, à rendre une proximité entre le plaisir, l'usage de la ville, l'escalade, la course, le café, la détente, etc., à des usages plutôt techniques que généralement on cache, donc une usine d'incinération des déchets. Donc c'est un peu une remarque, c'est un peu une référence qui permet de montrer ce qui se fait ailleurs et de se poser la question quand on arrive sur site, comment ça fonctionne chez nous, où sont les stationnements, où sont les réseaux de chauffage ou de traitement de déchets, et quelles sont les programmations qui sont faites dans les immeubles. Est-ce qu'on reste dans des immeubles plutôt monofonctionnels ou est-ce qu'on s'autorise à combiner plusieurs usages différents? Ensuite, expérimenter, si je reviens plus localement, c'est un sujet de l'écoquartier. On ne peut pas passer à côté du quartier Vauban, qui est pas loin de chez nous. Je vous invite aussi à aller le visiter pour vous rendre compte par vous-même de l'importance de la gradation de l'espace public, l'espace privé, et surtout de la présence, l'omniprésence du végétal, qui crée finalement des frontières et des perspectives différentes du quartier.
Je vais essayer de faire court, mais c'est une initiative aussi qui est née de mouvements militants locaux. Donc c'est pas une initiative publique, c'est d'abord lié à une initiative d'habitants qui ont souhaité expérimenter des modes d'habiter différents. Donc faut savoir que ça date de 1996, hein, donc c'est des opérations qui ont mis du temps à émerger, mais qui avaient dès le départ un parti pris ou des idées très fortes. Et cette liste de sujets ou d'enjeux était déjà dans les cartons à l'époque. Et c'est des sujets qui sont encore aujourd'hui mis en avant. Donc c'est la promotion des transports publics, les modes de déplacement doux, la planification énergétique, l'économie d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, un plan global de protection du climat et la réduction des émissions de CO2. Donc en 96, ils étaient déjà sur ces sujets-là. Donc se pose la question comment chez nous, en France, on arrive à implémenter ces choses-là dès l'essence même du projet. On peut peut-être passer après. Là, c'est maintenant une représentation différente, c'est l'îlot urbain, quels sont les fonctionnements simples, les directives simples qui ont permis à cet écoquartier de fonctionner et d'exister et de pérenniser. Donc c'est toujours cette question du volume, du passage de la voiture ou non, de l'autorisation d'ouvrir ou de fermer l'îlot. Et on se rend compte visuellement dans le cadre de vie qui est offert finalement qu'il n'y a que des bénéfices à vivre à proximité de la nature avec des panneaux solaires, des ouvertures assez grandes, des espaces intérieurs extérieurs assez poreux. Donc je le fais un peu court là pour gagner un peu de temps. Décarboner, je me posais la question, alors je vous emmène de nouveau ailleurs, mais là c'est à Gothenburg. C'est une ville qui est dite comme la plus durable du monde, de la planète. Elle compte environ 300 mètres carrés par habitant. Donc à Strasbourg, je ne sais pas, j'ai pas vérifié ça, je ne sais pas combien de mètres carrés de végétation on a par habitant, sans doute moins, mais c'est l'ambition de la ville et on le voit sur la photo satellite ici, on s'imagine que c'est une ville, mais finalement il y a une forte densité de végétal, donc cette proximité nature-ville est omniprésente et elle permet une certaine qualité de vie. Derrière, elle engage aussi, c'est quelque chose qu'on voit moins, c'est l'engagement de la ville d'ici 2030 à ne plus dépendre d'énergie fossile. Donc ce graphique ici, en orange, c'est l'énergie fossile, donc le gazole ou autre, et toutes les autres, c'est les énergies renouvelables. Et on voit que finalement, alors on est en 2025, eux en 85-90, ils ont déjà été quasiment détachés de cette dépendance à l'énergie fossile. Donc ils sont clairement en avance par rapport à chez nous. Et si on peut passer après. Et pour comprendre ces ambitions plutôt politiques urbaines, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut quand même un schéma pour que le commun des mortels, même moi en l'occurrence, on comprenne finalement les différentes possibilités de produire de l'énergie, quels sont les réseaux nécessaires, quels acteurs il faut mettre en lien, de qui dépend quoi, et comment on arrive finalement à cette qualité de vie ici au centre. C'est lié à tout un système qu'il faut effectivement vulgariser, mettre à disposition de tout le monde pour comprendre l'impact ou les avantages de vivre dans tel et tel quartier. J'ai un dernier truc et je clôture. On a une exposition en ce moment qui s'appelle Horizon. On a collaboré avec Valentin Gall, qui est aussi originaire de votre formation, il nous semble. C'est un pur hasard, mais un bon hasard. On a une grande fresque qui est en train d'être créée dans notre hall, avant travaux. On a des ateliers participatifs avec les enfants, je vais peut-être passer après. On a créé effectivement des temps forts avec les enfants pour symboliser finalement tout le patrimoine emblématique du territoire alsacien, sachant que la coupe, c'est une coupe paysagère des Vosges au Rhin, qui permettent d'explorer les différents paysages. Donc la légende ici, finalement, intégrée au graphisme de la fresque, permet d'expliquer les différents types de lieux et de sites alsaciens. Voilà, donc merci beaucoup, c'était un peu long. Et la question qui se pose finalement, c'est dans l'écoquartier de la Brasserie de Cronenbourg, quels enjeux vous permettra vous de jouer ce rôle central que les concepteurs peuvent avoir lorsqu'ils s'empoignent d'une approche didactique dans leur parti pris. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, ils sont très communs, très partagés, très transversaux. Libre à vous de vous saisir d'un de ces enjeux.